Chers collègues, bonjour en ce samedi matin. Le programme de la matinée sera provisoirement ou définitivement modifié. Nous verrons dans le courant de la matinée. Mais notre premier orateur, le professeur Sullivan, était bloqué hier soir encore tard dans un aéroport relativement loin de chez nous. Ça n'a rien à voir avec l'Eurocontrôle. Mais il va peut-être arriver. S'il arrive, évidemment, nous lui donnerons la parole. Et comme il est l'heure de démarrer, nous allons démarrer notre séance en commençant par le professeur Pierre Buquet. Le professeur Pierre Buquet est docteur en médecine de l'Université libre de Bruxelles. Il a également obtenu une maîtrise en santé publique et le titre d'agrégé d'enseignement supérieur. Il est doyen de l'école de santé publique et de médecine tropicale de l'Université de Tulane, dans la région de New Orleans, aux États-Unis, où il est aussi le W.H. Watkins, professeur d'épidémiologie. Il a précédemment été professeur et vice-doyen pour la santé globale à l'école de santé publique de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, toujours aux États-Unis. Il fait partie du conseil d'administration du consortium des universités pour la santé globale. Il a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université du Suriname et il promeut la globalisation de la santé publique liant les pays industrialisés et les pays en voie de développement dans une approche commune. Je vais donc lui donner la parole pour ouvrir notre séance. Je lui souhaite la bienvenue et je remercie qu'il soit là sans avoir eu de problème d'avion. Et le titre de sa lecture est La mondialisation de la santé publique. Professeur Buquet, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette introduction. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici avec vous. Merci de m'avoir élu membre étranger. Ça me fait un contact supplémentaire avec la Belgique, que j'ai quitté en partie il y a une vingtaine d'années, mais avec lequel je tiens à garder des collaborations étroites. Et c'est un peu dans ce contexte de santé mondiale, globale, de liens qui nous unissent, que je voudrais avoir une réflexion avec vous sur l'évolution des choses et puis aussi qu'on ait un échange d'idées qui m'aidera à mettre les choses en perspective. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, je suis maintenant à Tulane University, à la Nouvelle-Orléans, qui est une université assez particulière. Elle a été fondée en 1834, après la date de fondation de certaines universités belges dont j'ai été proche. Et elle a été fondée par un groupe de médecins qui voulait lutter contre les maladies qui affectaient la Nouvelle-Orléans à cette époque-là, qui étaient surtout la fièvre jaune, le choléra, le paludisme. Et à l'époque, il n'y avait aucune faculté de médecine sur toute la région du golfe du Mexique. Le Texas n'était pas encore américain, il faut voir l'époque. Donc c'est un groupe de précurseurs qui ont fondé une université. Et c'est vous dire que une des choses qui est pratique pour moi à Tulane, c'est que je ne dois jamais me battre pour mettre en avant la médecine tropicale, la santé globale, la santé publique. C'est la fondation même de l'université qui maintenant est devenue beaucoup plus large, à une dizaine d'autres facultés, mais qui garde là ses racines. Dans cette université, on a fondé en 1912 une école d'hygiène et de médecine tropicale. Et c'était la première aux États-Unis, peut-être la première au monde ayant cette combinaison. C'était un moment très précurseur. Et pourquoi la Nouvelle-Orléans? C'était une époque à laquelle on fondait dans les grands ports, Anvers, la Nouvelle-Orléans, Liverpool, des instituts de médecine tropicale. C'était le résultat
de la colonisation pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc officiellement, on n'a pas de colonie, mais en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est la guerre contre l'Espagne, Spanish-American War. Et tout d'un coup, les États-Unis se sont trouvés avec les Philippines, avec Cuba, avec Porto Rico, avec donc des grandes zones qui étaient affectées par des maladies tropicales. Et eux aussi ont créé un institut de médecine tropicale à la Nouvelle-Orléans. Et nous sommes toujours là de la même manière qu'Anvers est toujours Anvers. On garde nos racines. Donc ces racines, ce sont des racines liées, encore une fois, à la colonisation pour l'Europe et à l'impérialisme pour ce qui est des États-Unis. Donc un passé parfois un peu sombre, mais qui a été fort important. Alors les choses ont évolué et la notion même de médecine tropicale est devenue petit à petit moins à la mode, surtout au moment de la décolonisation, bien que certains, comme l'IMT Anvers, comme nous à Tulane, avons gardé le nom. C'était plus pour ne pas changer le brand name, ne pas changer la marque, que par conviction scientifique sur l'importance de ce qu'était la médecine tropicale, qui était quelque chose d'un peu passé. De la même manière, l'hygiène, certains, comme la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ont gardé non seulement le mot tropical medicine, mais le mot hygiène, alors qu'il est devenu santé publique dans les années 60 surtout. Donc il y a eu une évolution des vocabulaires. Et cette évolution des vocabulaires a fait que dans les années 70, au moment de la guerre froide en tout cas, ce qui était le mot à la mode et ce qui a défini beaucoup de nos activités, c'était la santé internationale, internation. Ça n'est pas très global, internation, hein, c'est un lien entre des nations, c'est plutôt bilatéral. Et encore une fois, c'était dans une époque de guerre froide, on ne voyait pas le monde comme cherchant des solutions ensemble, mais plutôt développant des alliances pour qu'un bloc puisse gagner sur l'autre. Et ça, c'était vraiment la conception de la santé internationale. Donc le vocabulaire, les idées, tout ce qui s'est développé à l'époque avait un côté un peu militaire. C'est assez curieux parce que ceux qui se sont passionnés et dévoués à la santé internationale et continuent à le faire ne se sont jamais vus comme tels, ils se sont toujours vus comme étant extrêmement progressistes, mais ils parlaient que de stratégie, que d'opérations de terrain, que de missions. En fait, ils utilisaient un vocabulaire moitié missionnaire, moitié militaire, derrière un style qui était un peu hippie. Donc il y avait une espèce de contradiction. Quand la guerre froide s'est terminée, il fallait un peu changer de concept. C'est alors qu'on est passé au concept de Global Health. Tout ça est un peu mon interprétation, mais aussi l'interprétation de pas mal d'historiens et d'anthropologues. Mais vous pourrez réagir, me dire pas du tout. International Health, ça a toujours été un domaine en soi. Moi, je crois que c'est très lié au contexte socio-économique, géopolitique. Très rapidement, les académies ont réagi à ça. Ils ont réagi à ce mouvement, passant de International Health à Global Health. Et l'Institute of Medicine, c'est-à-dire l'Académie de médecine américaine, a été vraiment une des premières à définir la santé globale comme étant des problèmes de santé qui vont au-delà des frontières et qui peuvent mieux être solutionnés par des actions de coopération. C'est encore une phrase un peu, on sent que c'est le début, la phrase est un peu compliquée, mais l'intention y est de dire que c'est d'aller au-delà du bilatéral, trouver des solutions ensemble, de telle manière à ce que ça soit le monde qui change. En d'autres termes, c'était vraiment s'occuper de problèmes importants pour tout le monde. Donc il y a un côté planétaire à la santé globale, un côté géographique, on est tous ensemble, mais il y a aussi un côté multidisciplinaire.
Ça va avec aussi les mouvements pour One Health, unissant la médecine vétérinaire et la médecine humaine, le lien entre les sciences humaines et les sciences de santé. Donc il y a un double mouvement, parce que pour faire un globe, il faut que ça soit géographiquement global, et puis que ça soit aussi global au niveau multidisciplinaire. Donc alors ça fait une boule. Et ça, c'est le concept. Et j'ai été très intéressé, monsieur le secrétaire perpétuel, comme on m'avait dit ce matin, que depuis sa fondation, en fait, l'Académie avait cette approche multidisciplinaire, avec les vétérinaires, les pharmaciens, d'autres ensemble ici. Donc il y a eu un côté visionnaire depuis le départ qui maintenant est 100% à la mode. Donc c'est vraiment très très bien. Donc Global Health, c'est en anglais, je crois, assez universellement compris comme étant les problèmes de santé qui nous affectent tous et que l'on doit aborder de manière multidisciplinaire. Je crois que il y a peu d'endroits aux États-Unis, d'institutions académiques, où il y aurait un débat là-dessus. Mais je crois que c'est en partie parce qu'en anglais, le mot global a pris ce sens très tôt. En anglais, c'est global health, et ça répond à la globalisation de l'économie. Donc c'est une économie globale, et le mot santé globale correspond au même concept. Et le réchauffement de la planète, c'est global warming. Donc dans le vocabulaire de tous les jours, il est relativement clair que global veut dire affectant l'ensemble des pays du monde. Il n'y a personne qui va dire que global warming, c'est un concept purement holistique, que ça veut dire quand même global dans le sens planétaire. Donc, au niveau de la perception, c'est assez clair. En français, c'est plus compliqué. Parce que global health, c'est parfois défini comme santé mondiale, parfois comme santé globale, mais global, ça a plus un sens holistique, et pas tellement le sens géographique parfois. Donc, c'est pas très défini. Donc, beaucoup de gens utilisent le mot anglais global health dans leur site web, même en français, parce qu'il y a cette ambiguïté-là. Et cette ambiguïté, à mon avis, est liée aussi à des sentiments mélangés par rapport à la globalisation de l'économie, à la mondialisation. Il y a un tel mouvement anti-mondialisation, surtout penser à la santé publique comme étant plutôt un groupe de tradition assez progressiste, et donc ils sont un peu influencés parfois par ces mouvements anti-mondialistes. Donc c'est difficile de se dire qu'on fait de la santé mondiale parce qu'on a l'impression qu'on se fait complice de la mondialisation un peu. Donc il y a une certaine ambiguïté par rapport à tout ça. Et même le réchauffement de la planète, parfois on dit réchauffement global, mais on dit plutôt réchauffement planétaire. Donc il n'y a pas cette unification des concepts en français, probablement parce qu'il n'y a pas non plus tout à fait la même approche au niveau politique et socio-économique. Ça fait que c'est plus difficile à expliquer en français. C'est un domaine dans lequel, je pense par exemple, les académies pourraient avoir un rôle, comme l'Institut of Medicine l'a eu pour unifier le concept, probablement que donner un petit coup de pouce pour qu'un terme soit adopté serait une chose utile. Parce que c'est un peu compliqué pour le moment. Donc finalement, tout le monde le dit en anglais. Enfin, c'est pas non plus tout à fait satisfaisant. Alors évidemment, parlons un peu de ce réchauffement de la planète. Là, tout le monde est d'accord, encore une fois, que ça regroupe. C'est quelque chose qui affecte tous les pays. C'est vraiment global d'un point de vue géographique. Là, par contre, c'est aux États-Unis souvent qu'il y a un débat un peu absurde. Est-ce que ça réchauffe, est-ce que ça ne réchauffe pas? Les écoles de santé publique, toutes évidemment, étaient des pionniers dans la reconnaissance du réchauffement de la planète et dans la reconnaissance de l'impact que ça peut avoir sur la santé, parfois de manière très directe. L'impact, par exemple, sur les maladies transmises par les vecteurs
est immédiate. Si les isothermes d'hiver remontent vers le nord et vers le sud, vous avez une zone dans laquelle les moustiques peuvent se reproduire facilement, qui est de plus en plus large, et vous voyez au niveau mondial, à cause de ça, mais aussi à cause de mouvements de population très importants, une explosion de la dengue. La ville de la Nouvelle-Orléans est tout à fait à risque de dengue, on n'en a pas encore, mais au Texas, il y en a pas mal, en Floride, et nous avons en plus une pression des moustiques Aedes aegypti à la Nouvelle-Orléans énorme, en particulier depuis Katrina, qui a changé la population de moustiques, qu'il a d'abord éliminé, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, et puis qui a été remplacé par une population à 70% d'Aedes, ce qui nous met tout à fait à risque de dengue, mais aussi de chikungunya. On a eu très peur cette année. Donc on ressent tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est particulier avec l'école de médecine tropicale de la Nouvelle-Orléans, mais Yves, tu as passé un certain temps, c'est qu'on est vraiment dans une zone tropicale. Donc on est directement en contact avec les problèmes qui nous affectent. Donc le réchauffement de la planète, c'est en soi, et les causes au niveau de les conséquences au niveau de la santé, c'est vraiment un exemple clair de ce problème de santé global. Il n'y a pas plus global que ça. Les moustiques passent les frontières. Ça nous affecte au niveau des maladies transmises par les vecteurs, mais ça nous affecte aussi, en tout cas ça m'affecte directement à la Nouvelle-Orléans, par l'augmentation constante de l'intensité des tempêtes tropicales, des ouragans, des typhons. Ce n'est pas tellement le nombre qui augmente, mais c'est leur intensité, ce qui amène à des choses comme ceci. Notre campus, en 2005, donc il y a 10 ans, c'est l'anniversaire des 10 ans de Katrina maintenant, où 80% de la ville a été inondée. C'est un désastre causé par l'homme, qui a des conséquences majeures en santé. Désastre causé par l'homme parce que c'est la destruction des marais par l'industrie pétrolière, pas par la contamination, mais par l'ouverture des canaux et des brèches qui ont été faites pour bouger l'équipement, et brèches dans lesquelles s'est engouffrée l'eau de mer, qui a ensuite détruit les marais. Ça nous a privés de 200 km de zones tampons qui diminuaient la force des ouragans. Quand ils nous tombaient dessus, on n'a plus de protection. Quand je vois, Frédéric, tu es aussi venu me voir à la Nouvelle-Orléans, quand on voit l'endroit où je vis, quand on y est, ça a l'air safe. Quand on le voit d'avion, il n'y a rien après la digue que la mer. Et donc, on est exposé. Une catastrophe qui a eu des conséquences réelles en termes de santé, non seulement par les morts immédiats, mais surtout par tout ce qui s'est passé au niveau de la désorganisation du problème de santé, les gens qui sont morts sans dialyse, par exemple, tout ça. Donc, quelque chose qui se passe au niveau planétaire a un impact direct sur ce qui se passe au niveau local, et c'est ça le concept de santé globale. On est tous affectés l'un par l'autre. C'est pas international, c'est pas les autres et nous. On est tous ensemble là-dedans, en particulier à Nouvelle-Orléans. Ce qui fait aussi, je ne comptais pas beaucoup m'étendre parce que le professeur Sullivan allait parler pas mal de l'importance des cancers et de l'accès au traitement dans tous les pays du monde, mais ce qui fait vraiment aussi que les choses sont occupées de s'unifier, c'est qu'on a eu 3 transitions. On a eu une transition démographique qui a fait que dans les pays du Sud, il y a maintenant une population âgée de plus en plus importante. Moi, quand j'ai commencé en santé publique, j'étais gynéco au départ, c'était, le professeur Tilly se souvient, à l'école de santé publique, c'était la santé maternelle et infantile, parce que c'était ça un des problèmes centraux. Les personnes âgées, c'était les pays du Nord, les pays du Sud, c'était les maladies infectieuses et la santé maternelle et infantile. Ça reste toujours important. Les problèmes du passé sont toujours là. Mais les problèmes récents maintenant, c'est les personnes âgées, c'est l'obésité,
avec la transition nutritionnelle. On a toujours un peu de malnutrition et de sous-nutrition. Mais un pays comme le Mexique, par exemple, complètement dominé par le diabète et l'obésité. Donc on a un changement des priorités dans les pays du Sud qui les rend très proches de ceux des pays du Nord. Et puis on a une transition épidémiologique aussi, avec les maladies chroniques qui deviennent de plus en plus importantes et les maladies infectieuses un peu moins, mais en même temps, on a Ebola, on a les maladies émergentes qui font que les pays du Nord sont de plus en plus inquiets et conscients du problème des maladies infectieuses. Et donc la vieille division entre pays du Sud, santé maternelle et infantile et maladies infectieuses, et pays du Nord, maladies chroniques et personnes âgées, est complètement brouillée. Complètement brouillée. Le Mexique a été vraiment un précurseur dans l'étude de ces problèmes, en particulier parce que par sa position géographique, son développement économique, il a été un des premiers touchés par les changements nutritionnels, démographiques et cette transition épidémiologique que j'illustre ici par une dia fort ancienne et que je garde parce que José Luis Bobadilla a vraiment créé le mouvement d'études de la transition épidémiologique au Mexique avant de mourir dans un accident d'avion entre Lima et Santiago. Et les projections qu'il avait faites à l'époque se sont complètement vérifiées. Vous avez eu cette inversion des causes de mortalité qui étaient dominées dans les années 50 par les maladies infectieuses au Mexique et maintenant sont complètement dominées par les maladies chroniques et la violence et les traumatismes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les maladies infectieuses ne sont plus là. Elles sont encore là. Elles sont encore là, mais elles ne dominent pas. Donc, en fait, il y a une difficulté de faire une distinction entre ce qui se passe localement, ici à Bruxelles ou à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, et ce qui se passe au niveau international. On est tous sur la même planète avec les mêmes problèmes. Et c'est ça vraiment ce concept de santé globale qui accompagne cette globalisation de l'économie, des mouvements, de l'information. Alors il y a eu une évolution de vocabulaire aussi dans la manière dont on désigne l'autre, parallèle à la manière dont on définit nos spécialités. Quand on a fondé les instituts de médecine tropicale, il s'agissait de la santé dans les colonies ou dans les territoires ou dans les possessions pour les États-Unis. Après, guerre froide, on passe à la santé internationale. Les pays ont pris leur indépendance, donc il faut être un peu plus diplomatique. Et on parle de pays d'abord sous-développés, et puis ça c'est quand même pas positif et c'est péjoratif. Donc on passe à pays en voie de développement. Donc on voit cette évolution. Et puis, depuis quelques années, plus personne ne parle vraiment de pays en voie de développement, ou rarement. La seule classification politiquement correcte est celle de la Banque mondiale, qui divise les pays en fonction de leurs revenus. Et il y a un mot qui s'est créé qui est LMIC. Maintenant, vous n'êtes plus dans un pays en voie de développement, vous êtes dans un LMIC, ou bien donc un pays à bas ou moyen revenu, ou bien dans un pays à haut revenu. C'est une espèce de manière neutre En plus, c'est une classification facilement accessible. Il suffit d'aller sur le site web de la Banque mondiale. Et c'est un peu plus neutre parce que c'est basé sur un indicateur objectif. Mais en fait, c'est aussi évidemment quelque chose qui ne reflète pas tout à fait la réalité du globe. Beaucoup de gens, si vous leur demandez, pensent que dans les LMICs, il y a en fait beaucoup de pays très pauvres. Mais en fait, si vous regardez la classification qui change tout le temps, il faut être vigilant parce que ça change l'éligibilité pour les projets de recherche et de développement. L'année passée, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues en Uruguay et ils étaient un Upper Middle Income Country, donc ils étaient Middle Income catégorie Up. Et nous avions encore l'opportunité d'appliquer pour des bourses pour des étudiants uruguayens au NIH. Et j'ai un programme comme ça avec l'Argentine. Donc,
j'ai introduit un programme pour l'Uruguay qui était, je vous l'assure, j'ai vérifié, un middle income country, catégorie up. Quand j'ai envoyé le grant, mais ils ont été lents à l'évaluer. Et au moment où ils l'ont évalué, j'ai reçu un email en disant « Désolé, mais l'Uruguay est un high income country ». J'ai dit « C'est arrivé quand ?» Ben, il y a 3 jours. La Banque mondiale a changé sa classification, enfin, a publié sa classification, et donc c'est pas éligible. Donc tout ce grant, c'est un peu un jeu. Il y a que 34 pays de bas revenus. Évidemment, il ne faut pas les ignorer. Parce qu'une des critiques importantes de tout ce mouvement de santé globale, c'est que ça suit un peu la globalisation de l'économie. Que ça met surtout l'accent sur les BRICS, sur, vous savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et que c'est ça qui devient important et qu'on ignore les plus pauvres. Je crois que le seul low income dans les Amériques, c'est Haïti. Donc on ignore les plus pauvres et il ne faut pas. Donc c'est vrai que c'est un risque. Mais il ne faut pas non plus voir le monde comme étant les plus pauvres. Il y a 105 middle income countries. Et parmi ces 105 middle income countries, il y a 27 pays africains. Donc 27 pays africains sont dans cette catégorie-là. Donc le monde aussi au niveau économique est occupé de converger. Et donc je crois qu'à un moment, on va trouver un autre vocabulaire pour refléter ça, au-delà de LMIC versus high income. Parce que, en fait, ce qui compte de plus en plus, et c'est une tradition, c'est une transition vers ce que vous allez nous présenter, ce qui compte de plus en plus, ce sont les inégalités sociales à l'intérieur des pays. On se trouve dans un monde convergent, les économies convergent, on le voit quand on voyage partout, mais les inégalités persistent ou augmentent à l'intérieur des pays. Ça, c'est une carte de mon ami Peter Hotez, qui est à Baylor, à Houston, et qui, bien qu'il s'intéresse à la médecine tropicale, essaie toujours de penser à la manière dont évolue le monde. Et il a fait cette carte pour réagir un peu à l'exclusion des pays du G20 de beaucoup de possibilités de financement, en montrant à quel point on se trouve avec des inégalités sociales marquantes partout. Vous voyez ici la Louisiane où je suis, dans la zone la plus pauvre des États-Unis, sur le golfe du Mexique. Position favorable pour une école de santé publique et de médecine tropicale. Puisqu'on est dans les tropiques, on a l'histoire, donc on a une université qui est bien implantée aux États-Unis et on a tous les problèmes auxquels il faut être confronté. Mais vous trouvez aussi en Europe, et nous en parlions tout à l'heure, aussi cette même division avec en Europe centrale et de l'Est, des grandes inégalités, vous le trouvez partout. Je travaille beaucoup en Argentine, on exclut souvent l'Argentine des possibilités de financement maintenant, parce que c'est un upper middle income country. Mais les inégalités sont énormes en Argentine, à l'intérieur d'une région, ou bien entre le nord et le sud. Et donc je crois que c'est cette approche globale mettant l'accent sur les disparités qui va devenir de plus en plus importante, plus que des divisions philatéliques entre pays et des exclusions qui sont toujours, à mon avis, mauvaises. Donc vraiment, une approche globale en santé publique, c'est s'occuper de problèmes qui nous sont communs, et c'est la grande majorité des problèmes. On ne peut plus vraiment diviser le monde comme on le faisait. C'est partager nos expériences et développer des collaborations qui sont vraiment gagnantes pour tout le monde. On ne va plus dans un pays pour chercher des échantillons, on ne travaille plus avec un site de recherche, on a des collaborations complètes. Et pour terminer, Monsieur le Président, et sortir un peu de ces considérations générales, juste un exemple de ce que je fais dans mon côté recherche. Je fais en général des grands essais multicentriques
randomisés par grappes, par clusters. Donc, je fais un peu le dernier grand essai randomisé quand on est prêt à diffuser les choses extrêmement largement, pour comparer deux manières de le diffuser, et aussi pour vérifier souvent si c'est bien l'effet escompté que l'on a dans la population. Je fais des essais. Alors, ceci est un long titre écrit par un comité avec une très longue liste d'auteurs, parce que c'est un essai collaborateur dans 6 pays, avec 100 clusters, 100 000 femmes par an, donnant naissance et enregistrées dans ces clusters. C'est le projet ACT et City. Et il s'agit vraiment de voir si on pouvait, au niveau des low and middle income countries, au niveau de la population, dans la communauté, diffuser extrêmement largement les corticoïdes prénatales en cas de menace d'accouchement prématuré. C'est une des interventions les plus efficaces que nous ayons dans notre faible arsenal périnatal. Quand on pense qu'une femme va avoir un accouchement prématuré, si on lui injecte des corticoïdes, on induit une maturation pulmonaire fœtale qui va diminuer d'au moins 30% la mortalité si l'enfant naît prématuré. Il n'y a pas d'autre intervention qui a un impact aussi grand. Donc, en se basant sur ces essais, faits en général dans des hôpitaux bien équipés, en général dans des pays du Nord, mais pas toujours, on s'est dit on va diffuser ça presque comme une vaccination avec des corticoïdes, si vous voulez. Aller vraiment extrêmement largement, et nous on s'est dit oui, mais il faut faire un dernier essai pour essayer de voir ce qui se passe quand même, et c'est ce que nous avons fait. Et la publication récente a fait beaucoup de vagues, parce que nous n'avons pas pu montrer l'effet escompté au niveau des petits bébés ici. Donc ça, sont des bandes de poids de naissance au niveau des petits bébés. Et ça, c'est probablement parce que dans les conditions où nous nous trouvions, il y avait un impact favorable des corticoïdes sur la maturation fœtale, mais il y avait aussi une augmentation des infections qui a probablement annulé l'effet. Mais alors, surtout pour les enfants plus gros, donc nés à terme, on a vu une augmentation tout à fait inattendue de la mortalité néonatale dans le groupe d'intervention. Pourquoi des enfants plus grands? Parce que vous ne pouvez pas prédire parfaitement qui va naître avant terme. Donc quand vous avez une femme qui saigne, qui est hypertendue ou qui a des contractions, 33 semaines par exemple, vous décidez d'injecter des corticoïdes, un grand nombre vont continuer leur grossesse malgré tout, simplement parce qu'on ne peut pas vraiment prédire ça. Donc il n'y a rien à faire quand vous injectez des corticoïdes à une femme en menace d'accouchement prématuré. Beaucoup de ces grossesses vont continuer jusqu'à terme. Mais, curieusement, si vous regardez la cinquantaine d'essais randomisés faits sur les corticoïdes, il y en a au moins une cinquantaine, la plupart, parce qu'ils étaient faits dans un environnement hospitalier où on s'intéressait juste aux petits bébés, et pas d'un point de vue de population, la plupart ont limité leur évaluation aux enfants nés prématurés. Ils ont limité leur évaluation aux enfants pour lesquels ils avaient tiré dans le mille. Ils n'ont pas regardé toutes les balles perdues. Et en fait, les 3 essais qui ont regardé ce qui se passait chez les enfants qui avaient reçu des corticoïdes à tort, mais c'était inévitable, ils ont trouvé une surmortalité, mais pas significative. C'est notre essai montrant cette surmortalité dans un contexte différent qui a rouvert le débat au niveau des pays du Nord. Et donc si je vous montre ça, c'est parce que c'est une des dernières choses qu'on a fait, mais aussi pour vous dire qu'on essaie en général, moi je souhaite toujours de faire mes essais à la fois aux États-Unis et ailleurs, mais les sources de financement souvent ne me permettent pas, elles ne sont pas encore globales. Mais on apprend souvent beaucoup de ce qu'on fait dans les pays du Sud, et ça change ce qu'on fait dans les pays du Nord. Et donc de ce point de vue-là, même si l'essai n'a pas été fait partout, ça a rouvert un débat, parce que personne n'avait vraiment pensé à cet aspect jusqu'à ceci, et ça rouvre le débat dans les pays du Nord. Et donc c'était un exemple que je voulais montrer d'une approche globale. On apprend les uns les autres, et on essaie de résoudre les problèmes en commun, ce qui finalement fait aussi
la fondation même de ce que font les académies, en collaborant entre elles, en essayant de résoudre des problèmes de manière multidisciplinaire, mais aussi d'un pays à l'autre. Merci beaucoup, Monsieur le Président.